Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien jusqu'au fond de la salle? Ouais, super. On va démarrer tout de suite. Je suis ravi d'être là ce soir. Ce Meetup French produit en partenariat avec Le Wagon. On a la chance d'accueillir Rémi Guyot. Avec nous ce soir, ça va être donc une super soirée, forcément. Je suis ravi d'être là aussi. Pourquoi? Vous savez, depuis combien de temps on organise des Meetup à Bordeaux? Ça va faire bientôt 5 ans, avec Claire qui était initiatrice de tout ça au départ, qui est là parmi nous ce soir. À 5 ans, il y a eu le Covid entre-temps, mais on est toujours là. L'association s'est renommée French Produit entre-temps. Ça s'appelait LPC avant pour la Product Conf. On s'est rebaptisé French Produit il y a 1 an et demi à peu près. Donc, notre mission, c'est de rassembler la communauté et de les connecter, ces amoureux du produit, euh, que vous êtes ce soir. Et aujourd'hui, l'association, elle a grandi. C'est un Slack où il y a un Slack national avec tous les amoureux du produit en France. Un second Slack pour les leaders produits French CPO. Et French Produit, donc LPC à l'époque, c'était créé à Paris et s'est décliné au fil des années en chapter dans plein de régions. Donc nous, on est la région sud-ouest qui comprend Bordeaux et Toulouse. Et plein d'initiatives de la communauté, des ressources qui sont partagées sur le Slack et par email. Donc, le Slack, pour le rejoindre, si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez scanner ce QR code ou tout simplement taper French Produit dans Google. Ce sera le premier lien. Vous trouverez de quoi vous inscrire sur notre Slack. On est bientôt 3000 personnes sur le Slack aujourd'hui, donc c'est top. Et à Bordeaux, sur notre groupe Meetup, pour organiser tous ces événements, on atteint bientôt, grâce à l'événement de ce soir qui a ramené plein de nouveaux, on atteint bientôt 1000 personnes amoureuses du produit à Bordeaux. Donc c'est vraiment une super fierté. Bravo. Donc, comme je vous disais, il y a pas mal de chapters, le Nord, Paris, Nantes-Bretagne, Rhône-Alpes, Grand Sud, Aix-Marseille et Nice, qui font comme nous. Donc, nous, Sud-Ouest, on a deux villes, Bordeaux et Toulouse. Toulouse, ils ont démarré les meet-up l'année dernière. Donc, on a un petit comité aussi d'organisation sur place qui a déjà lancé plusieurs conférences comme ici et des apéros de networking. L'équipe organisatrice à Bordeaux, donc on a Chloé qui est en train de filmer ou prendre des photos, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, donc qui est la cofondatrice de Mesetis et Ouvrage. On a également Martin qui s'occupe de toute la logistique vidéo recording ce soir, qui est chez Miracle. On a deux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, mais on pense très fort à elles, Margot et Camille qui sont chez Betclic et Malte, et moi-même, Arnaud, donc je suis chez Back Market et j'ai le plaisir d'introduire ce fameux speaker de ce soir. Sans notre sponsor, on ne pourrait pas organiser ces événements qu'on fait toute l'année. Et on a un sponsor au niveau national cette année qui s'appelle TAC. C'est une agence principalement de consulting en product management, mais pas que. Ils font également une fois par mois des meet-ups comme celui-ci autour du produit. Ils ont également une newsletter et un LinkedIn avec 13 000 abonnés passionnés du produit. Donc, merci énormément à TAC qui nous permet partout en France d'organiser ces meet-ups et de vous partager notre passion. Et pour finir, et avant de passer la parole, je suis aussi hyper content parce que ça fait 5 ans que la communauté LPC puis French Produit est à Bordeaux. C'est la première fois qu'on discute avec Le Wagon. Ça s'est fait il y a 10 jours et en 10 jours, on a organisé cet event. Donc, c'était complètement impromptu sur un petit Slack que Rémi a envoyé en disant coucou, je passe à Bordeaux, est-ce qu'on ne ferait pas un meet-up ensemble? Et ça s'est organisé comme ça. Donc, franchement, merci pour cette proposition. Pour commencer, Rémi, merci à Sophie de nous hoster ici dans ce lieu qui est vraiment hyper adapté à ce type d'event. Et je vais te laisser dire un petit mot pour présenter le wagon. Effectivement, vous êtes dans les locaux du Wagon, qui est une école de formation au métier de la tech. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était la rentrée, donc c'était un petit peu speed. On a accueilli une nouvelle promotion de développeurs web en bas et des data analystes en haut. Nous, concrètement, on est une école qui forme au métier de la tech, que ce soit en développement web, en data analyse, en data science, mais aussi en no-code. Aujourd'hui, on a formé plus de 22 000 personnes à travers le monde depuis 2013 et on est le bootcamp le plus reconnu en dev et data. On nous rejoint soit pour faire de la reconversion, si carrément vous voulez changer de métier, soit aussi pour faire de la montée en compétences ou également monter votre entreprise si vous avez un projet et vous souhaitez peut-être créer une application. C'est le genre
de formation qui sont suivis par nos élèves, soit en ligne, soit en présentiel, justement, sur ce campus-là. On est présent donc dans 45 campus dans le monde. On a un petit nouveau à Sydney qui vient d'ouvrir. Donc, même si vous voulez faire des vacances et vous former en même temps, c'est possible. On est donc sur un modèle soit de reconversion à travers un format 400 heures, soit juste de la montée en compétences sur du no-code, sur de la data, sur du dev, comme vous le souhaitez, sur des formats plutôt courts de 40 heures le soir, donc très adaptés notamment aux personnes qui sont salariées et qui souhaitent continuer de se former. Nos formats bootcamp, donc c'est les formats longs. C'est ce qu'on fait notamment sur le campus et en ligne. On va former donc les développeurs web de demain, également former des gens à l'intelligence artificielle, à l'analyse de données et maintenant également à la data engineer à Paris. Vous pouvez choisir également le rythme qui vous convient, donc soit à temps plein, les fameux 9 semaines intensives du wagon qui sont reconnues aujourd'hui. Vous pouvez aussi le faire à 6 mois, donc là également si vous êtes salarié, vous pouvez faire ça le soir. Et nous avons notre petit nouveau qui est l'alternance. Nos formats courts, du coup, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, vous avez plusieurs modèles, soit en data science, soit vous initiez au no-code, à la data. Typiquement, si vous voulez vous initier à du web tracking, c'est le genre de formation que vous pouvez suivre via ces 40 heures-là. On a un très bon taux d'employabilité sorti de nos formations, 93% à 6 mois sortie de formation. Notre sujet aujourd'hui, c'est plutôt autour du product. Donc, c'est dans les managers et dans les product design. C'est un peu un mix des deux. Mais on a pas mal, en fait, d'élèves qui rejoignent le wagon pour derrière faire product owner, manager, etc., qui viennent chercher justement ces compétences tech et la crédibilité face aux équipes dev. C'est également des formations qui sont certifiantes, donc éligibles au financement public, notamment si vous êtes demandeur d'emploi ou même salarié, vous pouvez demander à Transition Pro. Ce sont des formations du coup, que vous pouvez faire financer parfois jusqu'à 100% du financement soit sur campus, soit en ligne. On organise aussi de manière récurrente des événements sur notre campus, mais aussi chez nos partenaires. Notamment demain soir, si ça vous intéresse, on a un événement Power BI pour s'initier justement à la data analyse et à la data visualisation chez Merarazi, à 10 minutes d'ici. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. On a également pas mal d'interventions, notamment sur les enjeux environnementaux de la tech avec Latitude, qui ont à cœur justement de nous sensibiliser à finalement tous nos impacts environnementaux et sociaux dans la tech. Et on a également, si vous voulez, une petite initiation au code pour ceux qui aimeraient voir un petit peu ce que c'est concrètement de coder une page le soir d'Halloween. Si vous voulez, rendez-vous du coup sur le campus cette fois pour un atelier d'initiation. Et on fait ça tous les mois, des ateliers d'initiation, des talks, des interviews croisées, etc. Si vous voulez en savoir plus, soit vous avez notre Eventbrite, notre meetup, notre newsletter, etc., etc. Et je vous ai mis aussi des petits cadeaux ce soir pour ceux qui veulent justement s'initier à la tech, soit en data, soit en dev, soit en no-code, soit même créer votre première page. Vous pouvez tout à fait scanner le petit QR code que vous avez là et vous avez des cours gratuits de 3 heures sur chaque session, chaque thématique. Voilà, c'est le petit cadeau du wagon pour ce soir. J'en dis pas plus, puisque je pense que vous êtes là surtout pour une personne. J'introduis du coup Rémi Guillaume, je ne sais pas si je peux passer le slide. Rémi Guillaume, ancien CPO du coup de Blablacar et expert, fan de la Discovery. Ça te va? Passionné. Passionné de la Discovery. J'en dis pas plus, je te laisse du coup la parole. Hop là. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler discipline. C'est le mot qui m'anime. Et donc, en fait, c'est le nom aussi d'un livre que j'ai coécrit, qui s'appelle Discovery Discipline, que j'ai coécrit avec Tristan Charlia, avec qui je travaille depuis plus de 15 ans maintenant. Mais le thème de ce soir, c'est donc les enjeux de discovery. Alors, je vais vous donner ma définition la plus simple que je connaisse. Si le fait de mettre quelque chose en prod, c'est de la delivery, et ben, la discovery, c'est quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on devrait mettre en prod. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne suis pas du tout venu avec des slides. J'en ai qu'une. Voilà, c'est la seule slide. Parce que, en fait, donc si les enjeux de discovery, si vous cherchez une méthode de discovery, il y a plein de choses dans le bouquin, ça va vous plaire.
Mais en fait, j'aimerais énormément qu'on parle de discovery de manière la plus concrète possible, la plus réaliste possible. Et je dis ça parce que énormément de réactions que parfois on a avec Tristan quand on parle de ces sujets-là, c'est des gens qui nous disent oui, mais moi dans mon cas, c'est un peu compliqué parce que il y a toujours un élément de contexte qui fait que c'est plus compliqué que ce que ça semble être. Donc ce soir, on va parler que de ça. On va parler que de, dans votre cas, c'est plus compliqué pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et on va essayer ensemble de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, qui sont des cas sûrement imparfaits, mais en fait surtout parfaitement réalistes. Moi, je vous donnerai mon point de vue sur ces cas-là. Qu'est-ce que dans votre situation je ferais, comment je regarderais le problème. Peut-être que ça amènera d'autres questions pour creuser davantage. N'hésitez pas, si vous entendez quelqu'un qui partage une situation et qu'elle fait écho à la vôtre et que vous avez déjà des idées ou des solutions, n'hésitez pas à tendre la main et puis ça va être une conversation voilà, qui va aller dans tous les sens. Donc c'est un format extrêmement inconfortable pour moi parce que je n'ai pas la moindre idée de ce dont on va parler concrètement. Merci à tous ceux qui ont fait voilà, un pas en avant en partageant. Là, je vais regarder mon téléphone dans une seconde et j'ai vu qu'il y avait plein de partages de situations. Donc on va les prendre les unes après les autres. Et puis, on va essayer de voir où ça nous mène. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre? C'est un format de meetup que je n'ai jamais expérimenté. Hein. C'est spécial pour Bordeaux. On va essayer un premier et on va voir ce que ça donne. OK? Alors, j'ai dit que je ferais dans l'ordre pour les premiers en tout cas. Alors, je vous lis. Je commence une mission de jeune product owner dans une boîte centenaire, la classe, au sein d'une équipe, entre guillemets, passée en agile, fermez les guillemets, il y a 1 an, en théorie. Quand je dois prioriser les features de la web app que je conçois, ce qui m'importe le plus, c'est de faire le plus possible avec mes futurs users, les ingénieurs d'exploitation énergie. Mais il se trouve qu'ils sont géographiquement loin et rarement disponibles. Alors je dois imaginer l'app qu'ils aimeraient à leur place en me basant sur de maigres indices. OK? Déjà, je sens qu'il y a des gens à qui ça fait écho, cette situation-là, moi aussi. Alors, donc moi, ce que j'entends, c'est le besoin de créer quelque chose avec des utilisateurs qui sont peut-être pas complètement disponibles. Et ça, c'est quelque chose qui revient en fait relativement souvent. Il y a plein de raisons pour lesquelles les utilisateurs, les personnes pour qui vous êtes en train de concevoir quelque chose, ne sont pas disponibles. Soit parce que en fait vous les connaissez pas. Quand on démarre une activité, des fois en fait on connaît même pas ces gens-là. Soit parce que c'est des gens qui sont extrêmement occupés. L'autre jour, j'ai entendu un cas de personne, c'est parce que ces utilisateurs, c'était quelqu'un qui travaillait pour l'armée. Et au départ du projet, on lui a dit, bah, toi, ton logiciel, c'est pas compliqué, tes utilisateurs, tu vas jamais les rencontrer. C'est mort. Il y a des enjeux de secret défense qui font que tu pourras pas leur parler. Et ben en fait, pour moi, ça, c'est pas une bonne excuse pour ne pas faire de discovery. C'est une bonne raison de se dire, tiens, comment est-ce que je fais? Mais en tous les cas, il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que la première chose à faire quand on ne peut pas parler aux utilisateurs, bah, c'est effectivement de s'interroger, d'essayer de se mettre à la place de cette personne-là et de faire des hypothèses. J'insiste là-dessus parce que je crois que parfois, on fantasme sur ah, mais le jour où je vais parler à mes utilisateurs, tout va être clair. Bah, en fait, si vous pensez ça, c'est que vous n'avez pas parlé à beaucoup d'utilisateurs. Parce que plus vous allez parler à des gens, pire la situation va être en termes de clarté de ce que vous cherchez à faire. Donc, en fait, le fait de ne pas avoir d'utilisateur, c'est dans un premier temps, c'est presque du pain béni, c'est que vous allez devoir imaginer une sorte d'utilisateur parfait et vous allez devoir faire des hypothèses et des choix. Et cet exercice-là, vous aurez à le faire de toute manière le jour où vous devrez parler à des utilisateurs. Okay? Donc, moi le truc sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est il y a un fantasme sur la discovery qui me fatigue, c'est le fantasme de il suffit de parler aux utilisateurs et ensuite tout va être merveilleux. Un, des fois, vous ne pouvez pas. Et deux, quand même, c'est vrai, ce ne sera pas le cas. Ça sera largement plus compliqué quand vous pourrez parler à des utilisateurs. Donc, vous devez prendre l'habitude, quand vous faites un travail de conception produit, de faire des hypothèses. Alors après, quand vous êtes expert en discovery, vous pouvez aller confronter ces hypothèses-là à la réalité, aller voir si votre hypothèse elle est complètement juste, si vous pouvez la reformuler, etc. Mais le premier truc qu'il faut faire, à mon avis, c'est quand vous faites un travail de discovery, faites des hypothèses. Des hypothèses, ça peut être, je pense que si je travaille sur ce sujet-là, ça va avoir, par exemple, hypothèse, tel impact sur telle métrique. Okay. Donc, par exemple, je ne sais pas, je suis un site de e-commerce, je veux augmenter la conversion de mon site et j'ai une idée de fonctionnalité qui pourrait impacter cette métrique-là.
Faites une hypothèse. Vous pensez que ça va augmenter cette métrique de combien? Ça, par exemple, c'est un niveau de clarté très, très, très rarement atteint par des gens qui font de la discovery. Et pourquoi est-ce que c'est important? Je vous donne un exemple. Si vous voulez augmenter la conversion d'un site de e-commerce, ce n'est pas du tout le même projet de discovery que vous allez mener si vous cherchez à doubler la conversion ou si vous cherchez à l'augmenter de 0,1%. Les deux projets sont valables, mais ce n'est pas du tout les mêmes projets. Donc, de la clarté sur votre niveau d'ambition, c'est un premier exemple d'hypothèse que vous devez faire. Et ça, ce n'est pas les utilisateurs qui vont vous le dire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes avec qui vous devez travailler pour le clarifier. Deuxième exemple, hypothèse de cas utilisateur. Ce qu'on voit là, ça, c'est la manière dont, avec Tristan, nous on recommande de formuler des cas utilisateurs. À ce travail-là, vous pouvez faire des hypothèses. Alors peut-être que vos hypothèses seront fausses, ça c'est possible, et si vous n'avez pas de moyen de le vérifier autrement qu'en shippant des choses, bah, c'est peut-être une situation inconfortable, mais le pire, c'est de ne pas avoir du tout de cas d'usage, ou d'avoir des cas d'usage qui sont « Ah, ben, je développe pour quelqu'un qui cherche à faire », et de définir des choses de manière très très floue. Il y a moyen de définir des cas d'usage extrêmement précis. On va avoir l'occasion de découvrir pourquoi est-ce que, notamment ces trois enchaînements-là, pourquoi est-ce que c'est important pour les gens, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas et qu'est-ce qu'ils font. On aura l'occasion de discuter de pourquoi est-ce que cet enchaînement-là, cette clarté-là, elle est fondamentale pour faire des bons produits. Donc voilà, c'était ma première tentative de réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur ce premier partage de « j'ai pas accès à des utilisateurs et je dois faire un travail de discovery ». N'hésitez pas à lever la main, je vous passe le micro s'il y a des questions. Bonjour, Patricia Marquez, je travaille chez Betclic, quel complément. Et ma question c'est, donc, si tu n'as pas accès directement à tes utilisateurs, est-ce qu'au moins tu as quelque part un moyen d'avoir de la donnée qui pourrait te donner des insights sur ce qu'attendent ces utilisateurs, ce que font ces utilisateurs? Est-ce que la personne qui avait posé la question veut répondre veut donner plus de contexte? C'était moi. Oui. En fait, c'est encore plus particulier parce que c'est le problème de la PM. Je vais commencer ma mission bientôt pour les. Je ne peux pas aller plus loin dans établir le problème, c'est juste que comme personne ne répondait à ton message, ouais, je me suis lancé avec une problème qui n'est pas le mien, mais c'est du hypothèse, ok, ça va bien. Bon, donc on n'aura pas parlé de contexte là-dessus. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, on va en prendre une autre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, je suis ingénieur dans une entreprise qui développe des produits physiques. Ça va être sport. Alors, quand nous travaillons sur des nouveaux projets de produits nécessitant des batteries personnalisées, ce qui m'importe le plus, c'est d'obtenir rapidement des échantillons de batteries pour nos prototypes. Mais il se trouve que le processus de spécification et d'obtention d'échantillons de batteries personnalisées est souvent long et complexe. Alors, je dois passer beaucoup de temps à la conception et à la coordination avec les fournisseurs de batteries existants, souvent implantés en Asie, pour obtenir les échantillons. Cette situation nous retarde souvent dans nos projets et ralentit notre développement. Alors, j'avais dit que c'était de l'improvisation totale. Hein. Alors, moi, ce que j'entends, je vais rebondir sur un point en particulier, c'est que faire quand on a un travail où les cycles d'itération vont être extrêmement lents. Moi, j'entends cette histoire-là de processus long et complexe. Je vais en profiter pour abattre un dogme de notre communauté produit, c'est le dogme de l'itération. Donc, dans le produit, l'itération, on devrait itérer tout le temps, on n'a jamais terminé, etc. J'aimerais juste qu'on réfléchisse à pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'itération tout le temps et, je sais pas, dans le cinéma, ils font jamais d'itération, vous avez remarqué? C'est très, très rare que des gens shippent des films et puis tous les 2 jours, ils changent le film. En fait, ça n'arrive jamais. Donc, en fait, pourquoi est-ce que dans notre domaine, on fait de l'itération? C'est parce qu'on travaille sur une matière qui vaut rien. Le logiciel, c'est du code qui est très facile à créer, très facile à jeter. Ça vaut pas grand-chose. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on peut se permettre de faire des itérations. C'est parce que ça coûte pas grand-chose de créer quelque chose et ça coûte pas grand-chose de le dégager. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que si dans votre contexte, alors là, c'est dans le domaine physique, mais ça peut être le cas dans le domaine logiciel, dans le domaine du software, s'il y a des contraintes qui peuvent être des contraintes réglementaires, dans le domaine médical, par exemple,
Ça peut être des contraintes en termes de la manière dont les itérations, pardon, de la manière dont le développement informatique est fait. Et peut-être c'est un truc qui sort tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Bref, peu importe pour quelle raison. Si votre cycle d'itération, de développement est long, ben, ça change complètement votre approche de la discovery. Et en fait, on a cette notion que on doit faire de la discovery rapide, et puis après on met quelque chose en prod rapidement, et puis on va itérer. Mais en fait, ça c'est que quand on peut avoir des boucles d'itération extrêmement courtes. Mais si vous avez un cycle d'itération extrêmement long, bah, c'est complètement justifié d'avoir des temps de discovery extrêmement longs. Et là, on va retomber dans quelque chose que dans notre domaine, on a tendance à voir comme l'antéchrist, à savoir le concept de cycle en V, etc. En fait, c'est pas l'antéchrist, c'est juste que dans certains modes, dans certains environnements, on n'a pas le choix de faire autrement. Vu qu'on n'aura pas de V2 de ce qu'on va shipper, on est obligé d'avoir un temps de préparation, de conception extrêmement long, où on va essayer d'anticiper le maximum de cas possible parce qu'on n'aura pas l'occasion d'améliorer par rapport au feedback. Donc ça, je rebondis peut-être juste uniquement sur un des points, mais ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez réfléchir à combien d'efforts de discovery vous devez faire, quasiment de manière proportionnelle à la vitesse avec laquelle vous êtes capable de shipper quelque chose. Plus vous êtes capable de faire des itérations rapides, plus vous pouvez vous permettre de faire de la discovery relativement courte. Parce qu'en réalité, si vous vous plantez, bah, c'est pas très grave, vous le saurez vite et vous pourrez corriger vite. À l'inverse, si votre temps d'itération est extrêmement long, bah, vous allez mettre vachement de temps à vous en rendre compte, et pour corriger le tir si vous êtes planté, il va se passer beaucoup de temps. Le seul domaine dans lequel, enfin, le seul paramètre que je rajouterais, c'est dans quelle mesure est-ce que l'échec est un problème. Il y a des domaines dans lesquels de se planter, d'avoir une fonctionnalité qui est imparfaite, c'est pas grave. Dans d'autres où c'est catastrophique. J'ai découvert l'autre jour le concept dans le domaine hospitalier, le concept du never event, les événements qui ne doivent jamais avoir lieu. Exemple, je ne le connaissais pas, donc par exemple, donner le mauvais bébé à une maman qui vient d'accoucher, ils appellent ça un never event. C'est un événement qui est censé ne jamais. Il n'y a pas de. Par exemple, le fait d'y dire un lustre qui tombe dans la salle d'opération, c'est pas un never event. C'est pas idéal, mais c'est OK si ça arrive. Donner le mauvais bébé, c'est un truc qui doit jamais arriver. Donc là on est dans un exemple où le concept de commettre une erreur, c'est catastrophique, c'est inenvisageable. Et donc, il y a plein de processus de checklist, etc., qui existent pour empêcher ça. Mais si vous ne travaillez pas dans des domaines où le risque est catastrophique, vraiment, l'histoire de la proportionnalité entre votre temps de discovery et votre temps de delivery, c'est un bon proxy pour essayer de réfléchir à combien d'efforts de discovery je devrais mettre. Qu'est-ce qu'il y a comme contradiction, réaction, question? Oui. Ah oui, alors deux réactions. Bon, l'exemple du cinéma. Le cinéma, pour moi, c'est de l'art. Donc en fait, quand tu produis de l'art, ça sort, c'est complètement inaudible pour le public, c'est dommage, mais tu as délivré quelque chose, tu vois, que le produit un peu moins, en tout cas pas dans la conception. Donc là-dessus, je suis un peu plus mitigée sur le fait de sortir quelque chose de parfait ou pas. Mais par exemple, pour la littérature, tu as Balzac qui revoyait ses papiers publiés, par exemple, si tu veux un exemple. Et le deuxième truc que je trouve intéressant, c'est quand tu parles du cycle de discovery qui est proportionnel à ton cycle de delivery, je dirais presque qu'il est proportionnel au temps où tu vas pouvoir avoir un contact marché. Parce que parfois, tu as livré un truc, mais tu n'as vraiment aucune idée de ce que ça a pu faire. Et ce temps-là, il est rarement pris en compte aussi. Et pour ce qui est du hardware, surtout avec des entreprises en Chine, aujourd'hui, les cycles de prod sont quand même assez rapides par rapport à ce que c'était à l'époque. Et parfois, on se fait surprendre parce qu'eux, ils ont aussi des cycles itératifs de 2 semaines, donc finalement assez proche de la tech. Mais voilà, mon petit ajout sur ça, ce serait de ne pas oublier le temps de feedback marché, qui est aussi rallongé. Et le cycle en V, je crois qu'il y avait quand même quelque chose on imagine, mais on n'a pas de moyen de s'assurer ou de tester quelque chose. Peut-être qu'il y a dans les méthodes de discovery des façons je pense dans l'industrie à des jumeaux numériques ou des choses comme ça qui permettent quand même de tester des approches, de les simuler en tout cas, pour essayer d'avoir un peu de contexte après la suite. Voilà, c'était mes 2 cents feedback. Merci. On continue? Alors, je suis product manager dans une énorme boîte e-commerce.
C'est anonyme, je ne sais pas ce que c'est. À Bordeaux. Ça commence par un C. Alors, et quand j'essaie de porter des fonctionnalités produits, ce qui m'importe le plus, c'est de répondre à un besoin ou de viser une opportunité de marché. Mais il se trouve que je suis confronté à des équipes historiques demandant des budgets et des projets associés pour accepter de prioriser la fonctionnalité. Alors, je dois accepter de ne mener que des sujets avec des budgets et des deadlines imposés en mode projet. La personne est dans la salle ou pas? Oui. C'est quoi le problème du coup? Attends, c'est le micro. Ah, du coup, je n'ai pas été assez clair. Non, le problème, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on ne fait que répondre à des choses qu'on nous impose, plutôt que d'aller vraiment chercher les opportunités marché. En fait. On fait le truc dans l'autre sens, j'ai l'impression. On répond à « faut faire ça », plutôt que de se dire « qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ». Ok. Et c'est souvent lié au budget, au délai. C'est pas vraiment indépendant de tout ça en fait. C'est très contraint en fait. Je comprends. Alors, je crois que ça arrive extrêmement souvent, et pas que dans les géants du e-commerce, dans plein de contextes. La première question, enfin, la première réaction que j'aurais provocatrice, c'est et si ce n'était pas un problème? Regarde, pour moi, c'est un problème à partir du moment où c'est des projets de merde, en fait. Non, mais si ce n'est pas le cas. En fait, quand je cherchais à comprendre où était le problème, c'est que euh, quel est l'indicateur? C'est une question sincère. Hein. Qu'est-ce que toi, tu regardes pour te dire que ces projets-là, par rapport à d'autres projets potentiels, ne sont pas les bons? Est-ce que tu as du contexte à nous partager qui te fait dire que peut-être vous passez à côté de choses? En fait, dans ces projets, il y a une réalité business aussi, donc il faut faire. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est que quand je compare beaucoup en faisant des recherches ou du benchmark un petit peu, tu vois qu'il y a des opportunités marché qu'on ne saisit pas parce qu'on ne capte pas l'intérêt business en fait. Nos canaux de revenus, ils sont très limités à ce qu'on sait faire historiquement. Et c'est comme si en fait on s'empêchait de s'autoriser à se dire si on peut gagner de l'argent avec ça quoi. Et comme on n'y pense pas, on ne dédie pas du temps non plus à faire ça. Et donc on est cantonné à nos activités historiques, alors qu'il y a des gens qui ne sont même pas de notre secteur d'activité et qui font des milliers de dollars sur ça en exploitant juste ce qu'on sait faire tous les jours. Ok, très clair, merci. Alors, deux réactions du coup. La première, c'est les contraintes que tu décris. Il y a une part de moi qui pense que c'est trop bien parce que je crois que c'est grâce à ça que tu as un travail. En gros, non mais j'ai insisté là-dessus. Je crois que parfois, on est frustré et on souffre des contraintes qui sont en décalage avec l'environnement idéal dans lequel on aimerait travailler. Mais je crois qu'il y a plein de ces environnements idéaux qui d'ailleurs n'existent pas, enfin que je n'ai jamais rencontré pour de vrai, mais qui sont quand même le fantasme de toutes les personnes dans la salle. En fait, dans ces environnements idéaux, on n'a pas besoin de grand monde en fait, parce qu'en fait, de croire que dans un environnement où voilà, on a énormément d'autonomie, etc., et on n'a aucune barrière, je crois qu'en fait, il n'y a pas besoin d'autant de gens que ça. Je crois que le rôle de product owner ou de product manager, parfois, c'est précisément de travailler contre la contrainte, sur la contrainte. Peut-être que les contraintes que tu décris, c'est exactement ça, ton taf, d'aller travailler dessus. Donc peut-être que les opportunités que toi, tu vois, en fait, si je me place du point de vue tout en haut de votre entreprise, bah, surtout que toi, tu vois des opportunités business non remplies, bah, je pense que ce sera extrêmement intéressant que tu fasses le travail. Peut-être que tu l'as déjà fait et peut-être que tu n'es pas entendu, hein, je ne me rends pas compte. Mais de faire le travail, de dire, tiens, comment est-ce que je pourrais les formuler d'une manière qui serait aussi convaincante que celles qui sont déjà sur la table et déjà identifiées. Et si jamais c'est pas convaincant, de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une prise de risque? Est-ce que c'est
un business case qui n'est pas clair, mais de faire tout le travail de rétro-engineering, de faire en sorte que cette idée-là, elle soit remontée. Mais en tous les cas, de ne pas attendre qu'il y ait une sorte de contexte parfait qui arrive dans lequel tu pourras faire le travail enfin pour lequel tu es né, parce que ça n'arrive jamais ça. Et qu'à l'inverse, les environnements imparfaits, c'est eux, à mon avis, qui te forcent à forger les compétences dont tu vas avoir besoin dans tous les autres environnements dans lesquels tu vas évoluer. Donc, il y a une part de moi qui a envie de dire, essaie de voir si ces contraintes-là, tu ne les utilises pas comme raison pour lesquelles tu ne peux pas faire correctement ton boulot, mais d'en faire ton boulot. C'est ça ton boulot. C'est de faire en sorte que cet environnement imparfait, tu vas t'attaquer à ça et tenter des choses qui vont essayer de le modifier, quoi. Après, le deuxième truc, c'est on a écrit tout un bouquin qui parle de comment la discovery était mise en œuvre chez Blablacar. Et ce qui est rigolo, c'est que y a plein de gens qui disent ah oui, moi c'est un peu différent parce que dans mon cas, c'est notre boss qui nous impose les idées sur lesquelles on travaille. Et là, les gens, je me dis mais vous imaginez pas ce que c'est de travailler chez Blablacar. Des fondateurs qui réfléchissent au covoiturage depuis 20 ans, je vous assure qu'ils ont des idées depuis très longtemps et des idées qui sont super balèzes. Donc en fait, les product managers qui travaillent chez Blablacar, ils passent pas leur temps à avoir des idées qui sortent de nulle part. En fait, ils ont énormément de travail qui est d'exécuter correctement ces idées-là. Et ces idées-là, pour les exécuter correctement, il faut faire vachement de discovery. Et en fait, j'insiste là-dessus parce que je crois qu'il y a une sorte, là aussi, d'idée reçue sur la discovery qui est, on devrait partir de zéro, faire comme si on n'avait aucune idée de ce qu'il faut faire, et puis aller à la recherche de nouvelles opportunités. Mais il y a déjà plein de travail de discovery à faire sur les projets qui sont devant vous, qui sont une évidence qu'il faut bosser dessus. Parce que c'est pas vrai que quand le fondateur de Blablacar, il nous dit, ah, tiens, j'ai une super idée, on va faire ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont encore pas claires. Il y a plein de choses qu'il faut clarifier, de choix à faire, d'hypothèses qu'il faut un peu dérisquer, etc. Donc, en fait, ça, c'est un autre point. C'est déjà, si on était bon collectivement à exécuter à la perfection, grâce à un travail de discovery, les idées qu'on nous propose et les idées sur lesquelles on travailler, pardon, bah, je pense qu'on gagnerait vachement de l'estime et de la confiance des personnes avec qui on travaille. Et le jour où on irait les voir, on dirait, bah, tiens, ça fait 5 fois que j'exécute à la perfection le projet sur lequel tu m'as demandé de travailler. Maintenant, du coup, ça me fait penser, j'ai une nouvelle idée. Voilà comment est-ce que j'essaie de te convaincre. Bah, peut-être qu'on est plus convaincant parce qu'on a démontré notre capacité d'exécuter correctement. Donc ça, c'est un autre point, je crois que le point de départ de où vient l'idée n'a aucune importance. Et c'est pas du tout ça qui empêche de faire de la discovery. Et c'est pas du tout ça qui empêche même de challenger cette idée-là en faisant un travail au fil de l'eau. Donc, il n'y a rien de ce que je dis qui est débrouille-toi. Hein. Je suis pas du tout en train de te dire c'est évident ce que tu as à faire. C'est plutôt de te dire la situation, elle est pas évidente, mais il y a peut-être matière à essayer des choses. Ravi d'avoir encore une fois, des points de vue complémentaires. Donc moi c'est Clément, je suis product ops chez Betclic et je voudrais justement rebondir sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui voient la discovery comme un truc où on va avoir tout de suite des idées disruptives, c'est génial, on a une idée merveilleuse qui va révolutionner le marché. Chez Betclic, on essaie vraiment de faire passer le message que la discovery, c'est avant tout, et tu as utilisé le mot, de dérisquer les sujets. C'est de bien préparer en fait, les sujets sur lesquels on va travailler et ça passe du coup par se poser les bonnes questions. Et je pense qu'il y a aussi c'est peut-être ça, en fait, discovery, c'est un terme qui est très à la mode, mais il faut peut-être juste aussi rappeler que, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, mais que c'est avant tout se poser les bonnes questions pour bien préparer des sujets avant d'aller chercher vraiment une idée révolutionnaire. Complètement lié. Il y a un terme que j'aurais aimé découvrir avant d'écrire le bouquin, parce que ça aurait été le sous-titre du bouquin, c'est le concept d'innovation incrémentale. Ce concept-là, c'est un concept qui est intéressant. Ça s'oppose à l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, c'est en gros, on amène une idée, un concept qui va vraiment faire table rase de ce qu'il y avait avant et proposer un truc complètement nouveau. Et je crois que ça peut avoir de la valeur, évidemment. Mais en réalité, pour une entreprise, c'est rare par définition. Une entreprise, elle passe pas son temps à s'auto-disrupter, à complètement changer de business model, etc. En fait, la majorité du temps, il y a une innovation de rupture. Il y a une idée, il y a quelque chose de fort. Et ensuite, il y a énormément d'innovation incrémentale. Je vais prendre un exemple, tarte à la crème, comme ça tout le monde va le comprendre. L'iPhone, il est sorti il y a 16 ans. L'iPhone, c'était une innovation de rupture. Je pense qu'on peut peut-être être d'accord là-dessus. En réalité, ça se questionne, hein, mais admettons. Donc, ça veut dire que ça fait 16 ans d'innovation incrémentale sur un produit. Donc, en fait, dans le cadre d'un product manager, l'immense majorité des product managers chez Apple qui bossent sur l'iPhone,
Ils ne bossent pas sur l'innovation de rupture, ils bossent sur l'innovation incrémentale. Sauf que l'impact de l'iPhone en termes de, si on mesure, je ne sais pas, le nombre de ventes, bah, il est 200 fois plus grand de l'iPhone aujourd'hui qu'il était à l'époque où il est sorti. Donc en réalité, en termes d'impact, c'est les impacts des PM qui bossent sur l'innovation de rupture chez Apple qui ont plus d'impact que ceux qui ont créé la disruption. Et ça, je crois que c'est un décalage complet avec les fantasmes qu'on se fait de la discovery. Chaque PM, là dans la salle, devrait être en train de disrupter son entreprise, son marché, etc. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas réaliste, c'est pas ce que les entreprises attendent de vous. Et donc de se mettre dans cet état de frustration, de ah mais si seulement. Non, en fait c'est normal, c'est l'exception qui fait que de temps en temps il y a besoin d'innovation de rupture. En plus, quand on creuse les sujets d'innovation de rupture, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'accidents, c'est-à-dire de choses qui ont lieu par hasard, que de choses qui sont parfaitement consciemment dirigées. Donc, en réalité, c'est même très, très difficile de le faire volontairement. Mais même si c'était le cas, la majorité du temps, votre entreprise, elle n'a pas besoin de ça. Donc, pour moi, c'est vraiment se manger un mur d'avance que se dire, je vais faire la discovery pour faire de l'innovation de rupture. Et je pense que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus humble, beaucoup plus réaliste de se dire, non, en fait, je vais faire de la discovery pour de l'innovation incrémentale. Et la somme de ces innovations incrémentales, elle peut avoir un impact colossal. Mais pour ça, il faut un peu se débrancher de tout ce qu'on a mis. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on s'est créé cette histoire de discovery qui est un truc monumental et qui renverse les montagnes, parce que c'est très peu réaliste et très difficile aussi. D'autres réactions peut-être? Oui. Enchanté, Gatien, merci pour l'accueil et la presse. En fait, j'ai une question, j'aimerais bien avoir un exemple chez Blablacar. J'ai une idée d'un fondateur que tu as dû mettre en place dans le produit. Et combien de temps tu as laissé, comment tu as eu des retours, combien de temps, une bêtise, tu as mis en prod, en combien de temps est-ce que vous laissez un mois, 2 mois, voir si ça clique mieux sur un bouton, etc. Enfin, un exemple concret, tout simplement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Quand tu dis merci pour la presse, c'est pas très difficile. Hein, mais... Bon, ben, je vais prendre un exemple qui est frappant. Il y a une idée, donc le principe de Blablacar, covoiturage, bon, tout le monde connaît grosso modo. Par exemple, aujourd'hui, je suis venu à Bordeaux depuis Paris en train. J'aurais pu prendre en covoiturage. Et le concept fort de cette idée-là, c'est un mot technique chez Blablacar qu'on appelait le concept de corridoring. L'idée en interne, elle s'appelait corridoring. Pourquoi? Ce que ça voulait dire, ce que ça décrivait, c'était l'idée de se dire qu'en fait, si une conductrice part de Paris pour aller à Bordeaux, évidemment qu'on peut la mettre en relation avec moi, qui cherche en tant que passager à aller de Paris à Bordeaux, mais en réalité, on peut la mettre en contact avec tous les gens qui vont être sur le même corridor qu'elle va faire en voiture. Comme s'il y avait une sorte de couloir autour de son autoroute. Et en réalité, n'importe qui est sur ce chemin-là, potentiellement, elle pourrait lui rendre un service. En réalité, techniquement, cette solution-là, cette possibilité de matching, ce qu'on appelle des matchings imparfaits, c'est-à-dire pas quelqu'un qui fait exactement le même trajet, mais qui va faire une bout du trajet, c'était pas la manière dont ça avait été codé. Donc en réalité, c'était pas possible. Et donc le concept de corridoring, c'était une idée de se dire on va pouvoir faire exploser le nombre de matchings grâce à cette fonctionnalité-là. Ben, pour vous donner un ordre du temps d'itération possible dans certains contextes, donc moi, je suis arrivé chez Blablacar en 2015. Quand je suis arrivé, on m'a fait suivre des emails qui parlaient de cette idée-là. Les emails, ils dataient de 2012. Donc, ça faisait 3 ans que c'était dans la tête. C'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui sont en train d'itérer sur cette fonctionnalité-là. Donc, on a mis en prod en 2016. Et depuis, itération sans cesse. Donc, est-ce que cette idée-là, c'est une innovation de rupture? Bof, en tout cas du point de vue utilisateur, pas du tout. La preuve, c'est que la majorité des gens ils nous disaient « Ah bon, je pensais que ça fonctionnait déjà comme ça. » Donc en fait, flop total en termes d'effet waouh. Et par contre, en termes d'impact, au départ, vraiment impact catastrophique. Enfin, catastrophique, bah si, non, c'est ça en fait. Rien. Et s'il y en avait, c'était négatif. Et aujourd'hui, ça doit représenter 25 à 30% du business qui est généré grâce à cette fonctionnalité-là. Mais entre 2016, mise en prod, et maintenant, que des tout petits améliorations. Tiens, il y a tel problème, on fait une discovery là-dessus. Tiens, il y a tel truc que ça crée, on fait une discovery là-dessus, etc.
en continu, quoi. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais ça, c'est un bon exemple de une idée forte. Et donc, toutes les incréments d'innovation, ils n'existeraient pas sans cette idée, sans ce concept-là, le corridoring. Mais la majorité du temps, on l'a passé à itérer sur cette. Et l'idée, elle ne bouge pas, en fait. Et donc, je rebondis sur le côté, ah, mais du coup, mon boss, il m'a demandé de bosser là-dessus. Mais c'est mortel comme idée. Enfin, honnêtement, vous imaginez pas la quantité de réflexions philosophiques, psychologiques, techniques, géographiques qu'on a dû explorer pour essayer de craquer cette idée-là, pour faire en sorte qu'elle marche. En réalité, on a découvert plein de trucs sur les différences entre les perceptions de s'arrêter dans la campagne ou s'arrêter dans une ville, le fait de s'arrêter au début du trajet ou à la fin du trajet, le fait de faire un détour, si on le compte en kilomètres ou en minutes, le concept quand les conducteurs disent eh, attendez, moi je suis pas un taxi, donc je vais pas faire ce genre de détour-là, mais quand on les dédommage comme un taxi, ils le font. Enfin, il y a de la complexité de l'être humain dans cette. J'ai jamais autant appris qu'avec 7 ans d'itération sur une seule idée qui n'était pas la mienne. Donc je pense que c'est un bon exemple. Il y en a plein d'autres comme ça, mais c'est un bon exemple de la discovery. Ça peut être fabuleux et le côté c'est moi qui ai eu l'idée. Pour moi, c'est vraiment le dernier le cadet de mes soucis. Oui. Sur ton exemple, je me demande, tu l'as mis en prod en 2016, tu dis que ça n'a pas fonctionné tout de suite. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas abandonné la fonctionnalité, que tu as persévéré, tu as itéré et tu es allé encore plus loin jusqu'à atteindre tes 25% de marge? Honnêtement, le fait la décision de continuer, ce n'était pas la mienne. C'était le fondateur qui y croyait toujours. Donc, ce n'était pas la mienne. Ceci dit, les choses qu'on regardait qui donnaient envie de continuer à investir, c'était dans quelle mesure est-ce que les problèmes qu'on rencontrait les uns après les autres, est-ce que ça ressemblait à des problèmes qui étaient en train de casser l'hypothèse initiale du potentiel de cette fonctionnalité-là, ou est-ce que c'était des problèmes qui semblaient des problèmes d'exécution et ils se disaient, bah voilà, il va falloir qu'on les règle les uns après les autres. Donc, par exemple, il y avait des problèmes qui étaient liés au fait de si en tant que conductrice, je dois faire un détour pour aller récupérer quelqu'un, potentiellement, ça va ennuyer les autres personnes qui sont déjà dans la voiture. Parce que pour eux, ça leur rallonge leur trajet alors qu'ils n'ont aucun bénéfice parce qu'ils ne vont pas spécialement. Enfin, le trajet va être juste plus long et le même prix. Ça, par exemple, c'était un problème comme ça. Fondamentalement, au départ, quand ça a lieu, ça crée beaucoup d'insatisfaction, mais ça ne semble pas insurmontable. Donc tu dis, non, ok, il y a sûrement moyen de border la longueur du détour pour faire en sorte que ça soit quelque chose d'acceptable ou que cette longueur de détour soit proportionnelle à la longueur de tout le trajet. Enfin, donc assez spontanément, tu n'as pas la solution, mais tu te dis, je n'ai pas l'impression que ça invalide le potentiel de départ de l'idée, donc je continue à essayer de le craquer l'un après l'autre, quoi. À l'inverse, il y a d'autres projets où Qu'est-ce qu'on a eu comme projet? Un projet qu'on a lancé pendant le Covid. Pendant le Covid, on a lancé une application en l'espace de 15 jours. Et cette application, l'idée, c'était de se dire, ça fait longtemps qu'on avait une idée en tête, mais qu'on n'avait jamais trouvé l'opportunité de la lancer. L'idée, c'était, et si on faisait de la livraison collaborative? Blablacar, c'est du transport collaboratif. Et ben, on pourrait faire de la livraison collaborative. C'est-à-dire que je fais mes courses en drive chez Carrefour. Peut-être que je peux ramener les courses de mon voisin. Ça me fait un petit détour pour les déposer chez lui. Et moi, je gagne 5 € pour le petit effort que je fais pour lui. Cette idée-là, on l'a lancée pendant le Covid. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, il y avait plein de gens qui ne voulaient plus sortir de chez eux et qui ne voulaient plus aller faire leurs courses. Donc, d'un seul coup, on avait la moitié de la marketplace, la moitié de la place de marché qui était potentiellement d'un seul coup très intéressé par ce service. On l'a lancé en partenariat avec 2 entreprises, l'une d'entre elles est dans Carrefour. Et ben là, les problématiques qu'on a rencontrées quand on a lancé cette initiative-là, on n'avait aucune idée de comment les résoudre. Il y avait des problèmes de modèle économique entre Blablacar, Carrefour, la personne qui paye ses courses et la personne qui va la livrer. En fait, c'est un business où il y a tellement peu de marge qu'on ne s'y retrouvait pas. Et donc là, ça c'est un projet qu'on a tué relativement rapidement. Le potentiel était gigantesque, mais très vite, on s'est heurté à des problèmes fondamentaux qu'on avait beau les retourner dans tous les sens.
on ne voyait pas comment est-ce que ça pourrait tenir. Donc, tu as deux exemples de... C'est ça. Est-ce que les problèmes que tu as l'impression que tu vas pouvoir les surmonter ou est-ce qu'en fait, c'est peut-être des failles fondamentales de ton idée que tu ne pourras pas surmonter malgré le temps, malgré les efforts. Voilà. D'autres questions, réactions, désaccords, exclamations? Oui. Moi, je peux peut-être répondre. Coralie, bonjour. Je suis product owner pour une app dans le e-commerce et je me retrouve dans ce que tu as dit. Et un des outils qui nous a beaucoup aidé, c'est la priorisation et sur le quarter, y compris des sujets en discovery justement, et d'avoir un framework bien plus précis sur quelle est la valeur de chacun des sujets et de faire beaucoup de pédagogie sur d'accord, ce projet, si on le fait, potentiellement ça va impacter tant d'utilisateurs et vous estimez que ça va avoir telle valeur business. Et en fait, il y a peut-être ça ton point, il y a ce truc hyper basique. En fait, si on l'adresse, on va améliorer la satisfaction des utilisateurs, mais l'intégralité des utilisateurs. Et en fait, si on fait ce projet que vous voulez, on ne va pas faire celui-ci. Et du coup, est-ce que vous préférez qu'on mette notre capacité de développement? Est-ce que vous préférez qu'on impacte l'intégralité des utilisateurs avec potentiellement un ROI qui est peut-être un peu plus indirect ou ce projet-là qui va toucher une petite cible d'utilisateurs mais qui correspond à un projet groupe? Peut-être qu'au final, on peut le tester sur juste ce canal et on le fera plus tard sur ce canal parce que c'est aussi une problématique qu'on avait. Je ne sais pas si ça peut début. Et lié à ça, bon, donc je pense que l'exemple il est top. Et lié à ça, plus vous avez démontré votre capacité à plus ou moins prédire l'impact que vous allez avoir quand vous travaillez sur un sujet en discovery, plus votre capacité à être convaincant est grande. C'est pour ça que du travail de discovery qui n'est pas ancré dans des enjeux mesurables, souvent reliés au business, etc., je pense que c'est dangereux parce qu'en réalité, vous n'allez même pas savoir si quand vous shippez le truc, si ça correspond un petit peu au niveau d'ambition que vous avez. Alors que si à l'inverse, régulièrement, vous faites l'effort de dire, en fait, on veut faire ça pour telle raison, il y a telle métrique avec tel niveau d'ambition, et qu'ensuite vous le shippez, vous allez vous rendre compte déjà que vous vous trompez très très souvent, ce qui est une très bonne chose à faire, puisque vous allez être meilleur dans votre capacité d'estimation, non pas d'estimation de delivery, mais d'estimation d'impact. Et plus vous le faites, plus vous allez ensuite être convaincant quand il s'agira de dire est-ce qu'on priorise celui-là plutôt que celui-là, etc. Donc, je pense que cette priorisation en mode contraste, elle est extrêmement efficace. Je prends une nouvelle question, enfin une nouvelle conversation, on va voir. Je prends complètement au hasard maintenant. Alors, je suis éditeur d'un SaaS pour promoteur immobilier. Et quand je planifie une fonction, ce qui m'importe le plus, c'est d'être pertinent sur le métier complexe de mon client. Mais il se trouve que les product owners mettent 3 à 6 mois pour monter en compétence sur les technicités de mes clients. Alors, je dois livrer plus lentement ou embaucher des non-PO chez mes clients. Question ouverte. Florent, est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus? Donc Florent, je suis le CEO de Expérience Immo, qui est un SaaS pour les promoteurs immobiliers. Et quand on fait face au métier du promoteur immobilier, on a l'impression que c'est simple, mais en fait c'est un métier extrêmement complexe. Et donc on se retrouve dans la situation où on est parfois moins compétent que le client sur son métier en lui-même. Donc aller chercher à résoudre ces problèmes, qui est le fondement de notre activité, c'est pas simple. On va se retrouver face à des process où on va dire « Ah, ben, alors ça, on ne savait pas qu'on le faisait comme ça. » Ou alors, ok, on prend l'input et puis on va faire une première prise de... Ça peut être un commercial en rendez-vous, ça peut être moi, face à un client. Et puis on va revenir, attends, alors ça, ce besoin-là, on en a parlé, est-ce que c'est comme ça que tu imagines la solution ou alors on part dans cette voie-là, est-ce que ça correspond bien? Bref, moi la question que je me suis posée, c'est finalement les product owners, et c'est un peu en marge des discussions d'or, mais les product owners qu'on embauche, on en a un aujourd'hui, on en a un second qui arrive bientôt. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit des gens qui viennent de nos clients
et qui soit au cœur de l'activité de nos clients et conforme à la discovery, conforme au product ownership. Voilà, question ouverte. Ok. Très clair, merci pour le contexte additionnel. Donc ça, je crois que c'est propre à toutes les entreprises dont le produit est plutôt un produit B2B, donc à destination des professionnels. Donc il y a plein de, on en parlait avec Chloé tout à l'heure, de réflexes qui sont très différents quand on crée une application à destination des consommateurs. J'ai l'impression que ce débat-là, est-ce que c'est plus rapide d'aller embaucher des gens qui ont une expertise sur le domaine d'activité et on les forme aux enjeux du product management, ou l'inverse, grosso modo. C'est ça un peu un des dilemmes. Sachant que c'est compliqué d'aller chercher des gens qui viennent du métier et des années sur le product ownership. Pour l'instant, c'est un peu complexe. Ok. Et juste pour creuser un tout petit peu, et quid du rôle des commerciaux là-dedans? Les commerciaux sont face aux clients, c'est des cycles de vente qui ne sont pas courts, donc c'est 1, 2, 3 rendez-vous, c'est des cycles, c'est des périodes d'échange assez longues, et donc ils font de la remontée. Alors quand je dis ils font, on va être honnête, on est 12 aujourd'hui, c'est moi le commercial, et il y en a un nouveau qui est arrivé aujourd'hui. Mais j'ai fait de la remontée d'infos, de la prise pas de besoin, mais de la discovery d'une certaine manière, et donc le rôle, c'est la compréhension du besoin client, sans que ce soit ni mon métier, ni celui du commercial. Alors, moi, je veux du produit, je trouve, mais voilà. Je pose la question parce que parfois, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont des rôles de product manager, product owner dans un contexte B2B, et leur problématique, c'est de dire, en fait, j'ai pas accès aux clients, j'arrive pas à leur parler, parce que les équipes commerciales me disent ça c'est chasse gardée, c'est moi qui parle aux clients et tu vas pas mettre le bordel là-dedans. Ouais, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, on parle avec nos clients nous parlent, nous remontent des besoins, peut-être presque trop, mais ça c'est quelque chose qu'on sait canaliser. Ouais. Non, on a un bon flux de communication avec nos clients. Okay. Je mentionne ça parce que, même si ce n'est pas le cas dans cette situation, en fait, moi je me suis rendu compte que parfois le chemin le plus rapide pour résoudre le problème, c'était effectivement de former les commerciaux à quelles questions et puis parfois quelles observations est intéressant de mener dans une discussion commerciale. C'est parfois beaucoup plus rapide de faire ça que de former un product owner à comment se comporter dans un entretien commercial. Un exemple, en fait, c'est lié, on va prendre le temps une seconde d'aller sur cette partie-là du format. Je pense qu'une question qui est extrêmement intéressante de poser dans un entretien commercial, avec une intention de discovery derrière, c'est de demander à la personne si elle peut montrer comment est-ce que face à un besoin qu'elle exprime, comment elle se débrouille aujourd'hui. Clairement, ça commence par ça. Enfin, dans mon domaine, ça commence par ça. Ils ont souvent des Excel et autres, et je leur demande comment vous faites aujourd'hui, montrez-moi. Donc là, j'ai fait par exemple la semaine dernière un premier rendez-vous où on a évoqué, on fait un rendez-vous cette semaine, où ils vont nous montrer, et où on va prendre leurs besoins et leur montrer à quel point on peut leur rendre service, mais en partant de leurs besoins. Parce que je pense qu'il y a énormément. Et pour moi, il y a deux choses qu'on fait quand on demande aux gens de montrer ce qu'ils font comme ce qu'on appelle comme contournement. C'est-à-dire qu'ils cherchent à faire quelque chose les en empêche, parfois quelque chose les en empêche, c'est qu'il n'y a pas de solution qui répond à ce besoin-là, et du coup ils ont une solution de contournement. Fichier Excel, c'est vraiment une immense source de ce genre de contournement, mais il y en a d'autres, ça peut être l'application de notes dans votre téléphone, ça peut être des screenshots, enfin il y a plein de choses qui sont des solutions de contournement. Pourquoi est-ce que c'est fondamental pour moi de poser cette question-là? Et en fait, peu importe que ce soit le commercial, le CEO, le product owner, peu importe, mais cette question elle est fondamentale pour deux raisons. Un, parce que si vous ne trouvez pas de solution de contournement aux besoins supposément exprimés, moi j'ai toujours un doute si le besoin réellement existe. Pourquoi? Parce que si j'exprime un problème et que je cherche aucune solution pour me débrouiller pour le résoudre, en fait peut-être que mon niveau de motivation il est très très faible. Moi-même, en tant qu'utilisateur, j'ai une sorte de fantasme dans un monde différent. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de solution, et je me donne où je sens, mais c'est pas très très grave. Donc, déjà, de se dire, mais
qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce supposé problème, admettons qu'il soit vrai. Si les gens ne font rien, moi tout de suite c'est un petit signal d'alarme. C'est en fait, attention à construire une fonctionnalité qui répond à ce besoin-là, c'est pas du tout sûr qu'une fois en prod, elle serait adoptée. Parce qu'en réalité, adopter une fonctionnalité, c'est un effort. Donc si aujourd'hui je fais aucun effort pour répondre à ce besoin-là, bah, c'est pas du tout sûr que j'en ferai demain pour adopter un nouveau truc. Mais si jamais il y a effectivement, il y a une solution de contournement qui est adoptée par la personne en question, bah, non seulement ça valide un peu plus le fait que le besoin est réel, ça permet peut-être de prioriser, mais en réalité, cette solution de contournement, c'est un prototype de la solution. Peut-être c'est un prototype imparfait, peut-être c'est un prototype qui contient plein d'imperfections, plein de... Et évidemment, ça peut être 100 fois amélioré, mais en réalité, ça contient une tonne d'informations sur ce qu'il faut développer. Moi, la première fois que j'ai fait un covoiturage, je suis arrivé au point de rendez-vous, j'étais passager, et la conductrice, elle avait un post-it sur son téléphone. Et sur le post-it, il y avait marqué « Rémi, mon numéro de téléphone, le point de rendez-vous ». Bah, instantanément, je sais qu'il y a un problème avec l'application de la carte. Je ne vais même pas l'ouvrir, je le sais. C'est évident que là, elle avait besoin de 3 informations le jour du rendez-vous, et visiblement, la manière dont c'était disponible, parce que c'était disponible dans l'application, c'était enfoui, caché, pas clair, dans 3 endroits différents, etc. Donc vous allez dit, bon, arrête-moi, je le mets sur un post-it, et les passagers, je la trouve facilement. Et ça, c'est une solution de contournement qui explique qu'il y a un problème, mais qui en plus, enfin, je ne suis pas en train de dire que la solution c'était du coup de développer un post-it dans l'application, je veux dire qu'il y avait vachement d'informations, elle n'avait pas noté mon âge, il n'y avait pas un dessin de ma photo, il n'y avait pas le nombre de ratings, il y avait juste vraiment une sorte de MVP de la solution dont elle avait besoin. Et c'est pas une réponse directe à la question, mais en fait, pour moi, presque beaucoup plus important comme question à se poser, c'est effectivement quelles sont sortes de compétences minimales dont il y a besoin d'un point de vue discovery pour être capable d'être pertinent dans les entretiens. Après, l'autre question, c'est une fois qu'on a chopé toutes ces observations, toutes ces informations, comment est-ce qu'on fait pour construire la meilleure solution? Et là, je ne connais pas assez le monde des promoteurs immobiliers pour savoir dans quelle mesure est-ce que l'expertise du domaine, elle est centrale, ou est-ce qu'en fait, il y a plein de ponts à faire avec d'autres métiers. J'ai un peu du mal à m'en comprendre. Ouais, et si je rends la question plus générique, c'est finalement, est-ce que dans chez certains éditeurs, dans certaines boîtes, on met des product owners qui viennent du métier en lui-même qu'on est en train d'adresser et pour lequel on est en train de développer une solution, en position de product owner, est-ce que c'est quelque chose de classique et qui marche, qui commence à accompagner? Je crois que ça se fait tout le temps, peut-être des gens qui ne sont pas spécialement experts ou ni experts ni amoureux du domaine de l'activité. Ma réponse, elle est floue parce que d'un côté, c'est sûr et certain qu'il y a des méthodes de travail qui sont universelles et qui fonctionnent dans peu importe les environnements. D'un autre côté, je crois que ce qu'on perd quand on a zéro expertise du domaine, c'est notre capacité à avoir des intuitions. En fait, pour moi, les intuitions, c'est rien d'autre qu'une quantité d'exposition à plein de situations données liées à un domaine, et que plutôt que d'arriver à une conclusion par un raisonnement, on y arrive par un mécanisme qui a un raccourci, et qui n'est pas basé sur une intuition sur un domaine qu'on connaît. Donc en fait, c'est une intuition qui a potentiellement beaucoup de valeur. Une intuition, mon intuition sur, je ne sais pas, le temps qu'il fera demain, on s'en fout complètement parce que j'ai aucune expérience dans le domaine de la météo. Une intuition de quelqu'un qui réfléchit à la météo depuis 15 ans, bah, son intuition sur le temps qu'il fera demain, elle a peut-être beaucoup de valeur. Donc c'est ça que je pense qu'on perd, c'est que le domaine d'expertise, il permet d'avoir des intuitions qui ne vont pas que être la somme de raisonnements très explicites. Bon, c'est ma réponse qui est un peu molle. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des contributions peut-être? Aidez-moi. Non, c'est pour rebondir à l'inverse. Si on imagine qu'on a en discovery qu'on est très proche d'un métier et très expert, comment on arrive à sortir de l'écueil où ce métier expert va directement à la solution et ne te laisse pas développer, n'accepte pas ou culturellement ne comprend pas que tu veux un temps, même petit, de discovery. Et donc juste pour creuser, parce que les solutions qui sont proposées par cette expertise... Il a l'habitude de fonctionner en cycle 1D, projet, d'être celui qui portait le cadrage, de dire à CETEC tu vas faire comme ça,
c'est la bonne solution. Et là, tout d'un coup, vous me dites, on va changer un peu de matrice. Bien sûr, tu es expert et c'est pour toi que j'ai un certain nombre de solutions à imaginer, etc. Viens avec moi, on va faire de la discovery, on va le faire un peu différemment. Abandonne ton logiciel et accepte de faire des choses un petit peu différemment. Voilà, comment on sort de l'écueil où on dit non, en fait, moi j'avais l'habitude de comprendre très bien l'utilisateur, d'aller très vite à la solution, de cadrer, etc. Donc là, c'est plus la question. En fait, je tire le fil du métier et de comment on fait changer la matrice de certains interlocuteurs experts métiers dont on a besoin, mais pas comme ça. La chose que je tenterais dans ce cas-là, c'est surtout pas l'affrontement violent. Donc je ne parlerai pas de méthode, je ne parlerai pas de discovery, je ne dirai pas d'à côté de la plaque, je n'utiliserai aucun jargon. Et je ferai même l'inverse en fait. Je partirai de l'hypothèse que c'est la bonne solution. Et je dirais, OK, donc c'est super comme solution. Aide-moi juste à mieux comprendre ton raisonnement. Parce que toi, tu es plus expert que moi sur le sujet. Donc, aide-moi à comprendre. Donc, admettons qu'on fasse cette solution-là et que ça cartonne. Parce que c'est une bonne idée, ça va cartonner. On le saura comment? OK? Comment est-ce qu'on va le savoir concrètement? Qu'est-ce qu'on va observer qui va valider le fait que c'est une bonne idée? Et là, il y a deux possibilités. Soit il y a une réponse précise. Et en fait, c'est top parce que tu viens d'apprendre davantage de choses sur cette solution-là. Soit la réponse, elle est floue. Et se dire, bon, OK, peut-être que ton idée, elle est top, mais c'est pas complètement clair du critère de succès de cette solution-là. Essayons de le trouver ensemble. Et ça serait une première étape. Puis après, de se dire, OK, bon, on est clair sur le critère de succès. Maintenant, qui est la personne qui va utiliser ça concrètement, aussi précisément que possible? Par exemple, en utilisant ce genre de truc. Aujourd'hui, c'est quoi comme segment d'utilisateur? Et puis, ils cherchent à accomplir quoi? Et pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Et comment ils se débrouillent aujourd'hui? En fait, je me comporterai d'une manière qui vise simplement à clarifier l'idée. À la clarifier probablement, souvent, à un niveau de précision qui n'est pas celui de la personne qui pousse l'idée. Parce que c'est des questions qui sont des fois un peu de travers ou qui sont au niveau de précision qui n'est pas habituel. Et je crois que par cette approche-là, c'est possible que en fait, je vais apprendre énormément de choses. Je vais choper de l'expertise que je n'avais pas grâce à cette méthode de question. Et l'autre, c'est que je crois que cette attitude très collaborative, très curieuse de je cherche à apprendre, elle va en fait ouvrir les portes. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas du premier coup et peut-être pas avec tout le monde. Mais je crois que, en fait, et je parle surtout parce que j'ai fait plein de fois la méthode beaucoup plus frontale et ça, pour le coup, j'ai eu l'impression que ça marchait jamais. Donc, voilà ce que je tenterais. Une approche beaucoup plus collaborative qui vise à se dire, bon, admettons qu'il ait raison, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que son idée, elle cartonne? Donc, les questions, elles visent à maximiser le potentiel de cette idée-là. Si jamais c'est une bonne idée, tu as aidé à faire en sorte qu'une bonne idée, elle cartonne. Si jamais ces questions-là, elles révèlent des failles qui sont en fait corrigeables, t'aident à la corriger. Et si en fait elles révèlent que ce n'était pas une bonne idée du tout, peut-être que ce mode-là, plus curieux que agressif, va aider la personne à s'en rendre compte par les réponses qu'elle va apporter. Bon, voilà comment j'aborderai. Il n'y a pas de solution miracle. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis engineering manager chez Loiseau et j'ai travaillé pendant 12 ans dans la santé, dans un logiciel de bloc opératoire, de prescription d'anesthésie, donc en termes d'expertise, c'était pas mal. Et je trouve ce qui a bien marché là où j'étais, c'est qu'on avait les deux en fait. On avait des PO qui venaient, qui étaient infirmiers, des médecins, et on avait des gens du produit parce que la question c'est la crédibilité. La crédibilité pour faire du produit, mais la crédibilité auprès des utilisateurs, métier. En fait, il faut les deux. Donc quand on travaille, je trouve que c'est vrai que ça marchait bien, mais quand on a des binômes, avec la double crédibilité, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Alors, on continue. Alors, est-ce qu'il y en avait? Je suis product manager dans une petite structure. Je découvre en même temps que vous.
Oh là là, l'enfer. Et quand j'essaie d'effectuer... Alors, j'en prends une, on va voir combien de temps ça dure. Mes réponses sont trop longues. Quand je suis product manager dans une petite structure et quand j'essaie d'effectuer la discovery de mon produit, ce qui m'importe le plus, c'est d'identifier les besoins clés de mes clients. Mais il se trouve que j'ai beaucoup de travail pour organiser la delivery dans une équipe dev qui avance vite. Alors, je dois repousser la discovery à plus tard. Ok, donc ça, c'est une nouvelle problématique, je crois qu'on n'a pas encore abordée. Est-ce que la personne qui a posé la question veut donner un petit peu plus de contexte sur le besoin de passer du temps en delivery, du coup, c'est ça? Ouais. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, je suis Alex Ju, je suis un coordinateur de l'IRIC. Et en fait, effectivement, dans notre structure, c'est très récent pour nous le produit. Et du coup, on a une delivery parce que moi je suis dans mon background qui est plutôt technique et du coup la delivery avance assez vite. Et du coup, en fait, on ne passe pas assez de temps par rapport à ce que je voudrais et par rapport à pour pouvoir trouver les contraintes des clients. Et du coup, on est tout le temps un petit peu dans l'itération dans la delivery. Donc en fait, on apporte des fonctionnalités qui sont très très incrémentales. Après, comme on en a parlé, c'est peut-être pas forcément une problématique, mais en tout cas, pour pouvoir voir un petit peu plus sur le long terme, pour avoir une roadmap un peu plus intéressante. Ok. Ça, je crois que c'est un problème qui revient très très souvent. La tentation dans ces cas-là, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un dont l'esprit ne soit pas obsédé par la delivery, et pour que cette personne-là, elle ait justement la capacité à oublier les contraintes immédiates, oublier la pression de chiffrer quelque chose demain matin, etc. Donc, potentiellement, de séparer les rôles, en fait, de se dire, il y a des gens qui sont en charge de la delivery, il y en a d'autres qui sont en charge de la discovery. Je pense qu'il y a des contextes où ça peut fonctionner, mais le risque, en tout cas, j'ai vu plus d'échecs que de réussites là-dedans. Le risque, c'est de débrancher, en fait, d'enlever les contraintes de delivery des gens qui qui font de la discovery. Et je crois que les contraintes de delivery, très souvent, en fait, elles cadrent la discovery. Et donc, parfois, on a besoin de se dire, bah, justement, j'ai besoin de tout oublier, tout casser, et donc, c'est bien que ce soit des personnes séparées. Et je pourrais vous donner un exemple de Blacard où c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a réellement créé une équipe distincte qui devait bosser sur un nouveau projet complet. Ils n'avaient aucune contrainte de delivery pendant très longtemps. Mais la majorité du temps, j'ai un peu l'impression que les équipes à qui on dit, allez, maintenant, fais que de la discovery, en fait, ils n'arrivent plus à être ancrés dans des contraintes réelles et ils se perdent en fait là-dedans. Mais on les revoit jamais. Un problème de responsabilisation aussi, de se sentir aussi responsable de son produit. C'est pas toi qui as fait la discovery et qu'on te demande d'exécuter quelque chose. C'est humain d'avoir un peu les sentiments d'être soufflé par ça. Donc c'est aussi une manière. Je n'ai jamais le mot pour traduire en français d'empowerment, mais. Complètement. Et donc, peut-être une question à se poser. Donc, il y a une solution, c'est de se dire, OK, on sépare les rôles et c'est des personnes différentes qui le font. Et peut-être que tu manages le nombre de personnes qui font ça avec tes besoins en delivery et c'est comme ça que tu gères ça. Et l'autre manière de réfléchir, c'est de se dire, OK, comment je fais en sorte que je sanctuarise un travail de discovery. Il y a plein de manières de le faire, mais ça peut être d'accorder des moments à ça. Mais aussi, une autre manière de le faire, c'est tu greffes ton travail de discovery sur tes projets de delivery. Donc, si tu cherches à créer des choses complètement disruptives, ça ne va pas fonctionner. En revanche, moi, je crois qu'on sous-estime à quel point la discovery peut être un facteur d'excellence, en fait, un facteur de qualité, d'impact sur les projets qui sont déjà ceux qui sont prévus. Et donc, simplement se dire, dans un projet de delivery, il y a une phase de discovery qui est peut-être courte, qui est peut-être minimale, qui est peut-être droit au but. Et ça, c'est un super moyen, non seulement d'avoir un impact tout de suite sur la delivery, mais en réalité de pratiquer la discovery à petite échelle, avec peu d'enjeux. Et en fait, si vous ne faites pas la discovery au quotidien, ça me paraît fou de me dire que vous allez être excellent le jour où c'est l'enjeu de l'année, le jour où il faut travailler sur une idée complètement nouvelle. Ça, pour moi, c'est un peu la Ligue des Champions, quoi. Donc, si vous ne pratiquez pas au quotidien, c'est super dur de devenir bon là-dedans. Donc, s'entraîner sur des petits sujets,
où en fait l'idée elle est déjà claire, on sait à peu près ce qu'on veut faire. Ok, ben, quelles sont les failles, quelles sont les zones d'ombre qu'on pourrait améliorer par de la discovery? Je pense que c'est un super moyen de se faire la main. Et c'est comme ça que peut-être on sera meilleur pour des enjeux qui sont plus importants, quoi. Donc voilà une approche, enfin deux approches. Une qui est de sortir complètement quelqu'un de la delivery avec les écueils dont on parlait, ou alors d'essayer de faire en sorte de le greffer dessus, en fait. De dire, bah, tiens, à partir de maintenant, tous les projets vont passer par une phase de discovery. Et une phase de discovery, ça peut être rien, hein. Ça peut être une heure, une demi-journée, enfin, plus que de rien faire, ça a beaucoup de valeur. Et puis ça force à être précis sur, OK, bah, en fait, quelle est la partie du projet qui est un peu floue que je pourrais dérisquer, clarifier, etc. Oui. Sans dire que c'est modèle universel, est-ce que tu peux nous partager comment c'était organisé quand tu étais situé chez Leclerc? Qu'est-ce que tu avais mis en place et quels étaient les avantages et les inconvénients pour toi? De quel point de vue? Sur l'organe, est-ce qu'il y avait déjà depuis l'ODPM? Et comment tu organisais le travail entre les deux? Comment tu proposais d'organiser le travail entre les deux? Okay. Alors, il n'y avait pas de PO-PM, mais en fait, il y avait un découpage quand même qui revenait un peu au même, dans le sens où on avait un tech lead qui était en charge de la delivery. C'était sa responsabilité. Ça ne veut pas dire que le PM n'était pas impliqué, mais ce n'était pas le PM qui était en charge de la delivery. Il était plutôt en mode support d'un tech lead. Et tant que cette clarification-là, cette bascule de responsabilité n'avait pas été faite, c'était assez difficile pour les PM de faire un travail de discovery de qualité. Donc ça, c'est un premier schéma organisationnel. Dans les grandes lignes, les autres trucs intéressants, c'est la discovery était quelque chose de systématique. En fait, il n'y avait pas de projet sans discovery. La question n'était jamais est-ce qu'on fait de la discovery? Moi, je dis ça à la fin, au départ, très très loin de ça, mais quand on avait mis en place le modèle, la question c'était quelle discovery on fait? Donc des fois c'était très court, parce qu'on était itération numéro 214 sur la même fonctionnalité, c'est pas vrai qu'on a besoin de tout réinventer, donc là c'était très court. Des fois c'était plusieurs mois, des fois c'était quelques semaines. Donc la première étape du travail de discovery qui était donc systématique, c'était bon, bah, on fait quel effort de discovery, quoi? Parce que c'est petit, moyen, grand. Autre élément fondamental, tous les projets de discovery suivaient la même structure. Donc, ça, c'est ce qu'on raconte dans le bouquin. Il y a 7 étapes, on les fait toutes systématiquement. Mais les étapes, elles visent précisément à valider le niveau de clarté. Si on est clair, on avance. Si on n'est pas clair, on creuse. Donc ça, c'était un enjeu fondamental. Et puis, ces étapes, ces livrables de discovery, c'était eux, en fait, qui permettaient d'avoir les discussions au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Si tu n'as pas un process précis avec des livrables prédéfinis, etc., comment est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois impliquer un stakeholder, un développeur, un user researcher? En fait, c'est à chacun qui doit le décider, à chaque projet, et qui doit réinventer ça. Le fait d'avoir des livrables très précis, on pouvait avoir des discussions qui est impliqué à quel moment. Tu le sais à l'avance, quand est-ce que tu vas te solliciter, quand est-ce que tu vas avoir ton mot à dire, quand est-ce que c'est à toi de décider. En fait, toute une discussion de rôle et responsabilité devenait possible grâce à ce découpage-là. Toujours la discovery, toujours les mêmes étapes, toujours les mêmes livrables. En fait, tu peux construire des milliers de trucs par-dessus. Tu peux construire des montées en compétences, tu peux construire des définitions des RASCI, donc des rôles et responsabilités. Tu peux créer un tableau de bord où d'un seul coup, moi, en tant que CPO, je pouvais voir tous les projets, où est-ce qu'ils en étaient, où est-ce qu'ils bloquent, qui a besoin d'aide, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une des vertus assez dingues à avoir un process structuré. Et au départ, il y avait des gens en interne qui trouvaient que c'était des contraintes. En réalité, c'est ça qui a permis de donner justement beaucoup plus d'autonomie, parce qu'entre tes livrables de discovery, tu fais ce que tu veux. Les livrables, eux, c'est des points impératifs, des checkpoints. Entre eux, entre les deux, tu fais ce que tu veux. Donc ça permettait aussi d'avoir un bon équilibre entre autonomie et qualité. Peut-être d'autres dimensions que tu voulais clarifier? Peut-être dans la gouvernance autour de ça, du coup, qui était responsable dans la gouvernance du coup, autour des décisions, parce que du coup, il y a un process qui est tracé avec les livrables, avec les points de passage, de validation.
Du coup, dans la gouvernance, qui était impliqué et comment vous preniez la décision d'avancer, de ne pas avancer, et comment est-ce que ça faisait en sorte de ne pas créer des time to market trop longs? Bah, les gens impliqués variaient vachement d'un projet à l'autre. Si c'était un gros projet versus un petit projet, ce pas les mêmes personnes qui étaient impliquées. Et puis il y avait un autre mode de décision qui était par type de livrable. Donc, par exemple, en tant que CPO, moi j'étais obsédé par la première étape, ce qu'on appelle frame dans le bouquin. C'est la première étape, celle où en fait on cadre complètement le projet, à savoir il va prendre combien de temps, on se donne combien de temps en réalité, on cherche à voir quel impact business et quel est le risque majeur qu'on cherche à éviter. Moi, j'étais obsédé par cette étape-là parce que j'avais vu une quantité folle de projets qui se plantaient, dont on s'en rendait compte plus tard parce qu'on n'avait pas fait le travail de clarification au début de c'est quoi le cadre du projet. À l'inverse, Tristan Charvilla, qui était plutôt en charge des enjeux de design, lui, il ne s'impliquait pas à ce niveau-là. Par contre, il avait un avis fort sur la manière dont on allait définir le use case. Donc, en fait, tu avais différentes personnes qui avaient un point de vue à certains moments du process. Et puis, ce qu'on essayait de clarifier, c'était pas toujours parfait, mais c'était de dire est-ce que mon point de vue il est informatif, à savoir je vous donne mon avis, ou est-ce que en fait je dois valider le truc pour qu'il avance. Tout ça, tu peux commencer à en discuter une fois que tu as ce process-là. En fait, quand tu n'as pas ce process-là en particulier, que tu as un process, en fait, c'est le fait d'uniformiser ton process qui permet d'un seul coup d'avoir plein de conversations. Et si tu te dis, en fait, on est trop lent, ok, en fait, il y a trop d'étapes qui nécessitent de la validation de différentes personnes, on dégage ça. On ne change pas les étapes, simplement on change le decision maker de l'étape. Donc ça, c'est une manière de régler le truc. Mais si chaque projet le fait à sa sauce, en fonction de ton caractère, du temps qu'il fait, etc., tu n'as aucun impact de contrôle de la manière dont tu fais de la discovery à l'échelle. Donc nous, c'est toutes les vertus qu'on a vues. Oui, c'est vrai que peut-être que parfois, il y a des projets qui ne se prêtaient pas parfaitement à ce process-là, mais en vrai, 95% du temps, c'était vraiment nickel. Ça forçait à se poser les bonnes questions. Très souvent, d'ailleurs, tu te rendais compte que tu t'étais déjà posé la question, donc tu allais très, très vite. Et puis, des fois, il y avait une question qui disait, tiens, c'est marrant cet angle-là. La manière dont tu vas raconter cette fonctionnalité-là avant de la mettre sur le marché, donc la troisième étape qu'on appelle claim. Ah bah tiens, ça, c'était un angle mort, tu ne l'avais pas clarifié. Hop. Et tu vois, travail de discovery qui a eu la valeur, parce qu'il t'a permis de mieux comprendre le vocabulaire, les mots, la promesse que tu allais faire aux utilisateurs, que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas suivi ce process un peu systématique. Donc, voilà. Bon, je trouve ce que je veux. Très clair, merci. Dernière question. Bonjour. C'était pas une question, c'était pour répondre à ta problématique. Par expérience, avec des devs très véloces, j'avais fait 3 actions qui m'avaient aidé à décanter un peu la squad et faire un peu de discovery. La première, c'était revoir mon template de product spec et l'alléger à fond pour passer moins de temps à écrire et plus de temps à réfléchir et à discuter avec eux. La deuxième, c'était d'avoir listé toutes les tâches que je faisais en disant en fait lesquelles vous pouvez prendre, et en gros c'est responsabiliser ton équipe de dev pour leur confier plus d'ownership. Je suis sûre que tu passes beaucoup trop de temps à faire des ateliers de découpage avec eux ou des choses comme ça, c'est pas ton rôle, laisse-les faire, demande la synthèse, ça suffit. Et le troisième axe, c'est d'utiliser leur vélocité comme des leviers de discovery. Donc, tu n'écris pas encore exactement la feature que tu veux faire, qui est viable et celle sur laquelle tu veux calculer l'impact. Tu leur fais shipper très vite, une sorte de POC, un truc pas très bien codé, mais tu les fais délivrer et tu prends des datas pour avoir des insights, pour avoir des signaux beaucoup plus forts, et ensuite tu les réutilises et tu auras fait le discovery. La dernière idée, elle n'est pas de moi, j'avais écouté un podcast de Raphaël Bronstein, qui est le CPTO chez Stuart, et il en parle parce qu'il a ce problème. Et sinon, il s'est mis à gratter toute la nuit les specs, mais franchement, je n'ai pas envie de te conseiller ça. Donc voilà, je suis sûre que tu vas trouver des angles pour te trouver du temps. Et dernier truc, le plus simple, mais dis-leur, en fait, demande-leur de l'aide, comment tu fais pour toi te libérer du temps, et peut-être si vous avez un bon contact, ils peuvent t'aider. Merci. On va attendre pour une dernière question. Oui, au fond. Moi, la question est concernée, est-ce que vous avez des plateformes analytiques à nous conseiller, par exemple, si on lance une appli,
pour suivre les interactions des utilisateurs, pour valider des hypothèses justement. Est-ce que par exemple des outils comme c'est Mixpanel, nous on pensait à Mixpanel, je ne suis pas sûre comment. Si, mais j'ai pas d'avis fort. Donc s'il y a quelqu'un qui a un avis fort dans la salle, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas un avis fort. On a commencé à utiliser un outil qui s'appelle PostHog, H-O-G, comme un hérisson. Et franchement, c'est hyper simple à mettre en place et c'est incroyable. Tu peux faire de l'A/B testing, du feature flag, du session recording et le plan gratuit qui est hyper intéressant pour pouvoir justement commencer. Et c'est incroyable comme outil. Et en plus, c'est open source. Donc si on est fan d'open source, j'adore. Non, pas du tout. D'autres avis sur Mixpanel en particulier, peut-être? Après, tu peux benchmarker les plus connus. Hein. Tu as Amplitude, qui est un des concurrents directs de Mixpanel. Tu as Content Square, ils ont des propositions de valeurs un peu différentes, parce que Content Square, ils ne demandent pas de faire un plan de marquage de ton site. Ils viennent directement récupérer tous les événements qui se passent. Ça dépend du budget aussi que tu auras. Ça dépend en fait si c'est un B2B, du trafic et du volume d'événements que tu peux traquer. Tu as un français qui s'appelle June, qui est pas mal aussi, qui commence à sortir du lot avec des fonctionnalités sympas. Donc ils sont tous des pour et des contre en fonction du contexte de ton besoin, budget, type de business. Sinon, il y a le fameux Google Analytics, hein, mais très adapté pour l'e-commerce. Voilà. Dernière, pour la route. Le tour, elle est tout au fond là-bas, c'est parti. Parce que là, c'était une question de Product Analytics. On va finir sur une note Discovery pour Rémi quand même. Histoire de City encore un peu. Merci. Salut, moi c'est Frédéric, je suis Product Manager chez Nano. Et j'ai une petite question sur, du coup on parle de la Discovery qui aide à remplir le backlog du coup de la delivery. Et finalement, qu'est-ce qui aide à remplir le backlog de Discovery quand on est Product Manager? Est-ce que c'est la... Non mais enfin, une question que je me pose souvent, je me dis que c'est lié à la stratégie produit. Comment est-ce qu'on remplit le backlog de Discovery de manière, j'allais dire, processée, une gouvernance, lié à ça? Ouais. Alors, vas-y, je crois. Et sur une temporalité long terme, pendant 6 mois à 12 mois, quand on doit anticiper ta Discovery, comment on remplit un backlog sur des sujets long terme? Juste pourquoi tu veux remplir si loin? Pour planifier la stratégie d'une boîte qui a un outil SaaS. Et donc, pour embarquer toutes les équipes sur ce qui va venir dans le produit l'année 2024. Alors, je vais commencer par vous décrire ce qui alimentait le backlog de Blablacar de manière un peu empirique. Je ne peux pas dire que c'était une stratégie, c'était juste ce qui se passait. Donc, une énorme source de sujets, c'était des retours utilisateurs, du service client. Ils nous disaient, bah, tiens, tel truc il est pété, tel truc il marche pas, les gens ils nous parlent de ça, on a des problèmes avec les points de rendez-vous, on a des codes de réservation, enfin, juste le service client qui nous dit qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Ça ne veut pas dire que systématiquement ça devenait un projet, mais en tous les cas, c'était une source extrêmement riche d'informations. Donc en vrai, ça veut dire que c'est un peu en partie c'est la delivery en fait, qui devient ton backlog de la discovery. C'est ce que tu mets en prod, créer des nouvelles informations, quanti, quali, et puis tu l'utilises pour te dire, bon, bah, comment je fais la prochaine itération à partir de cet état qui a été modifié. Une deuxième source d'alimentation, c'était clairement les idées des fondateurs de Blablacar. Et eux, ils n'en manquaient pas, donc il y avait énormément d'idées. Donc ça, c'était une grosse source d'alimentation. Et une troisième, c'était, en grosso modo, on définissait des grandes priorités pour l'année, qui étaient formulées au bout d'un moment sous forme de OKR, donc Objective et Key Result. Et ben, les Key Result alimentaient énormément le backlog en se disant très régulièrement, chacun dans son domaine, tiens, qu'est-ce qu'on aurait comme nouvelle idée ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'on aille explorer pour être capable de faire bouger telle métrique dans telle direction. Donc c'était ça les trois grandes sources
du backlog, grosso modo. Et donc, par rapport à la question et pour du plus long terme, parfois, il y a des organisations qui mettent en place des équipes dédiées de product stratégie qui visent exactement à répondre à ce genre de questions. J'ai pas entendu parler d'énormes succès de ce genre de setup-là, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, hein. En tout cas, ce modèle-là, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il fonctionne. Ça revient un peu à la décorrélation entre discovery et delivery. Si on met des gens à réfléchir trop longtemps sur des sujets trop lointains, en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une déconnexion qui se passait et ce qui en sortait n'était pas d'une qualité incroyable. Donc, après, de se dire, peut-être, il y a une contrainte avec laquelle on est obligé d'opérer et qui est à long terme. Ça peut être une contrainte événementielle, il y a tel événement qui va avoir lieu et donc il faut en tenir compte. Ça fonctionnait, mais pas le côté un peu, tiens, comment est-ce qu'on se projette sur des nouvelles idées qui pourraient arriver dans longtemps. Donc, il y a peut-être des témoignages hein, dans la pièce. Claire, ça te dit rien des réussites, non, je t'en prie, des réussites chez Deezer d'exercice de product stratégie, un peu moyen-long terme, non, ça dit rien. Je sais que chez Deezer, il y avait des choses comme ça qui avaient été faites, mais je ne sais pas si c'était... Non, pareil. Bon, donc elle fait une tête comme ça. Donc je crois que ce n'était pas un carton. En tout cas, moi j'ai rarement vu ça, donc peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, mais que je ne connais pas. Merci Rémi. Merci.